Bien le bonjour, on se retrouve pour un point lecture. Alors, j'ai lu Terry Brisbane, scandale en Écosse. Alors, c'est une romance construite un peu différemment. Parce qu'il y a un mystère lié à une forme de quiproquo. Alors, au début, on a un jeune noble qui vient en aide à une femme exilée pour des soi-disant fripouilleries. Je dis bien soi-disant fripouillerie parce que dans le texte, ça a beaucoup d'importance. Parce que la femme, elle est vue que par rapport à ses soi-disant fripouilleries. Et depuis que le jeune homme a rencontré la dame, il lui tourne autour. À savoir que la jeune femme a un enfant qui sort de, apparemment, on ne sait pas où. En apparence. Et le frère de la jeune femme va pousser le jeune homme dans les bras de sa sœur. Il va mettre le jeune homme dans une situation compliquée pour le forcer à épouser sa sœur et à s'en débarrasser en quelque sorte. Ils vont devoir se marier. À l'époque, il y a la possibilité d'épouser en Écosse, je précise l'endroit, au Moyen Âge, on peut épouser une personne pour 1 an. Et si au bout des 1 an, t'es en accord avec ton conjoint, entre guillemets, tu peux rester avec jusqu'à la fin de ta vie. Donc il y a du mystère autour de la jeune femme. Le jeune homme est protecteur à l'égard de sa jeune épouse. Et au fur et à mesure du roman, on va comprendre quel est ce mystère. Donc on parle d'accouchement, de mensonges, parce que le frère n'est pas un bon frère. Et le père non plus. Le père a protégé son fils pour que les actes de celui-ci ne soient pas révélés. Mais par contre, il va faire porter le chapeau à la sœur. D'autant que la sœur a proposé un mariage à son frère qui ne convenait pas au frère. Le frère est pas capable de faire quoi que ce soit avec une femme. Sauf que quand on se marie avec une femme, et que surtout qu'on est l'héritier, c'est théoriquement pour faire un enfant. Pour faire continuer la lignée. Parce que lui, il n'est pas capable. Voilà. Et du coup, c'est sa sœur qui va devoir porter le chapeau. Alors qu'elle est plus ou moins innocente. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à lire le roman. Ensuite, on change d'époque et d'endroit. Avec Initiation de Sarah McCarthy. On est dans un roman avec pas mal de petites scènes de fripouillerie. J'aime bien. On est en 1858 au Texas avec un ranger qui délivre une femme d'une caravane calcinée. La femme cherche à fuir quelque chose. Un mariage forcé. Il y a une forte tension entre eux. Et il va y avoir pas mal de bagarres parce que la femme est fiancée. Sauf qu'elle fuit son futur fiancé parce que c'est un gros voyou au Texas. Mais c'est pas un fiancé gentil si vous voulez. C'est un fiancé violent. Mais violent en général, hein. Pas qu'avec les femmes.
tu t'opposes à lui, tu perds la vie. On est très dans cette ambiance ranger, cow-boy. On est bien dans l'ambiance. C'est malgré la photo des plus sensuelles, on est dans un roman quand même assez sombre. Oui, c'est épicé. Il y a pas mal de scènes friponnes. Mais, dû à cette tension entre le ranger et le fiancé de la jeune femme qui veut la récupérer malgré les morts qui pourraient en survenir entre-temps, il y a beaucoup de combats au pistolet et tout ça. Par contre, le côté un petit peu plus mignon dans l'histoire, c'est que les animaux sont traités avec une certaine bienveillance. Il y a le chien du ranger qui se fait blesser assez gravement. La jeune femme empêche le maître, son protecteur du moment là, de tuer son chien et elle soigne l'animal. Au point qu'il va avoir une nouvelle vie entre guillemets. J'ai sauté toutes les scènes de fripouillerie parce que des fois ça prenait 10 pages de description, dialogue fripon, tout ça. Donc je l'ai lu plus vite que la normale. Enfin, ouais, une journée, une bonne journée pour le lire. Mais j'ai sauté les pages de fripouillerie. Parce qu'il y en a plusieurs. Donc voilà, sur 374 pages, j'ai sauté plusieurs dizaines de pages. Pour vous faire une idée. Mais après, ça se lit, hein. Je suis pas morte d'avoir lu le livre. Hein. C'est juste que les scènes de fripouillerie, une, ça passe encore, mais... Après, il faut pas abuser. Ensuite, nous passons à Sommes-nous ce que nous lisons de George Orwell. C'est un tout petit livre. Il fait à peine 51. Attendez. Ouais, 52, 53 pages, quoi. Alors, dans ce petit recueil, on a la biographie de l'auteur à la fin. Enfin, biographie, c'est vite dit. En 2 pages, c'est bouclé. Hein. On apprend que Orwell, c'est un pseudonyme. Il est né en Inde. Il était anti-impérialiste, anti-nazi et socialiste. Il écrira ses textes les plus importants à la fin de sa vie. La ferme des animaux et 1984 sont donc écrits à la fin de sa vie, juste avant de mourir. Et on a quelques textes dedans. On a Souvenir de librairie, où il raconte le travail en bouquinerie avec ses travers et ses clichés. Une librairie qui vend et qui prête. On parle des goûts des lecteurs qui avaient du mal avec certains classiques comme Austin et d'autres qui sont à la mode de nos jours. Donc ils lisent surtout les nouvelles parutions, quoi. Ils sont très... ils lisent tout ce qui est à la mode, quoi. Et puis il raconte la vie de libraire qui n'aurait pas pu continuer cette vie-là très longtemps, sans être dégoûté de la lecture. Ensuite, il parle de la confession d'un critique littéraire. Imaginez, là, ça c'est mon bureau. Un critique littéraire, dans ce qu'il raconte,
Il y a des piles partout. C'est plus où mettre de la tête. Je vous ai marqué la page. Alors, je vais vous lire. Dans une chambre froide et pourtant étouffante, jonchée de mégots de cigarettes et de tasses de thé à moitié vides, un homme vêtu, d'un peignoir rongé par les mites et assis à une table branlante, s'efforce de trouver une place pour sa machine à écrire entre deux montagnes de papier poussiéreux. Cet homme ne peut se débarrasser des papiers, car sa corbeille en déborde déjà, et du reste, il est possible que parmi tous les courriers laissés sans réponse et les factures impayées, se trouve un chèque d'un montant de 2 guinées que l'homme est pratiquement certain de ne pas avoir encaissé. Il y a aussi des lettres dont il devrait ajouter l'expéditeur à son répertoire. Ce répertoire, il l'a perdu, et la seule idée de le chercher, ou même de chercher quoi que ce soit, lui donne l'envie pressante de se suicider. Voilà. C'était que les 20 premières lignes du texte. Hein. Mais ça présente la vie chaotique d'un critique littéraire de l'époque, où il pouvait lire que 50 pages. Par exemple, si je dis 50 pages de là-dedans, ouais, ça me dit pas certaines choses qui se passent à la fin. Autant se contenter de lire la quatrième de couverture, mais des fois, y a pas grand-chose. Ouais, si, ouais, j'aurais pu vous lire la quatrième de couverture et rester là-dessus, mais c'est pas, on peut pas parler de critique littéraire si on se contente de lire, de commenter ça. Du coup, à l'époque, il ne pouvait lire que 50 pages pour produire une chronique et faire des comptes rendus pas tellement réalistes. C'est-à-dire, il flattait les auteurs. Moi, quand j'aime pas un livre, j'aime pas. Ça se lit, mais comme je vous ai dit, j'ai sauté des dizaines de pages parce qu'il y avait des scènes de fesses et que ça m'intéressait pas. Donc il fait des comptes rendus pas réalistes où il doit, comme l'auteur le dit dans son texte, encenser des bouses. Un travail décrit comme dénué d'âme. Ouais, tu fais quelque chose qui te plaît pas, quoi. Sauf que les lecteurs attendent d'être guidés vers les livres qu'il faut lire. Sauf que moi, si on me dit que tous les livres sont chouettes, je vais me poser des questions. Pas écrire que des livres bien. Il y a toujours un livre qui ne va pas nous plaire. Même dans les auteurs que j'aime, il y en a, ils sont moins qualitatifs que d'autres. Parce que des fois, un auteur, ça peut être fatigué. Ça a moins de temps, où il arrive des choses dans sa vie à un moment donné où il n'a pas eu l'énergie habituelle pour écrire. Où il a un manque d'inspiration et il a écrit vite fait. Hegel, par exemple, il écrivait ses textes comme ça, rapidement, et donnait premier jet à l'éditeur parce qu'il avait besoin d'argent pour acheter ce dont il avait besoin. Alors qu'il était prof à l'université de Jena ou de je ne sais plus quoi d'ailleurs. En Allemagne en tout cas. Bah ça tombe bien, je suis sur Hegel. Bref, il était enseignant Hegel et puis mais il avait quand même besoin d'argent parce qu'il y avait une pension alimentaire à payer et du coup ces textes c'est des premiers jets mais qui sont parfois difficiles à lire. Pour lire un texte de cette taille-là,
de Hegel, il m'a fallu presque 2 semaines pour le lire. Alors que ça se fait en 2 jours. Et sans avoir pris plus de notes que ça. Mais c'était assez difficile à comprendre. Ensuite, il parle des bons mauvais livres, des œuvres dénuées de toute prétention littéraire. Donc des livres qui théoriquement ne devraient pas rester des classiques à la fin, mais demeurant lisibles durant les pénuries de production plus sérieuses. Ça. En attendant de trouver mieux, on prend ce qu'on trouve. Ouais. Après, ça se lit, hein, je l'ai terminé. Je le garderai pas, mais je l'ai terminé. Il parle de la littérature de divertissement, c'est tout à fait ça. De détente, mais non de roman actuel pour son époque. Donnant les causes de leur décadence avec pas grand-chose pour l'intellect. Mis à part le traitement de la femme dans les années 1858, il n'y a pas grand-chose qui stimule l'intellect, en effet. Mais après, c'est écrit correctement. Hein. Il critique les auteurs qui écrivent leurs autobiographies alors que c'est un fléau pour l'écrivain. Après, il a fait un dernier chapitre sur des livres ou des cigarettes. Il fait l'inventaire numéraire de sa bibliothèque. Regardez. Il fait des trucs comme ça dedans. Il y a ce machin, cette partie-là. Et puis après, il a un tableau comme ça. Je vous traduis pas en euros. Hein. Donc, il fait l'inventaire numéraire de sa bibliothèque. Il compte combien il a et combien il a à peu près payé pour chacun d'entre eux par rapport aux différentes catégories que je vous ai montrées. Il va jusqu'à calculer ce qu'on dépense pour chaque moment de lecture. Sauf si c'est un livre à emprunter. Et celui-là, il me coûte combien? Il me coûte combien ce livre? Ça fait des semaines que j'y suis dessus. Voilà. Donc en parlant de ceci, j'en suis arrivée au chapitre sur Spinoza. Je disais dans une précédente vidéo qu'il n'y avait pas de mention de Montaigne ou de la Boétie. C'est une erreur. La Montaigne a 2-3 lignes. La Boétie a plusieurs paragraphes. Sachant que la Boétie, ça doit faire ça comme taille de texte. Montaigne, ça fait une épaisseur comme ça. Attendez. Hop. Voilà l'épaisseur du livre de Montaigne. Hein. Et est-ce que j'ai le petit... Tic, 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 tic. Non, je l'ai pas là. Ça doit être... Il doit en avoir un par là. Ah, voilà. Voilà. Il est plus petit, hein. Et encore celui-là, il a des parties rajoutées. Je crois. Là, il y a une conclusion, il y a des appendices. Il y a 75 pages d'appendices dedans. Déjà. Vous avez la vie, l'œuvre de la Boétie.
Vous avez l'analyse du discours, mais est-ce qu'il y a vraiment le texte dedans? Oui, il y a le discours. Le discours, il doit faire 50 pages. Donc voilà. Mais c'est un texte beaucoup plus complet que celui que j'ai déjà de l'autre côté. J'ai en 2 exemplaires. C'est très rare. Donc, je vous disais que j'en étais là-dedans. Et que j'avais plutôt bien avancé, malgré que je sois toujours en train de prendre des notes et que je vous prépare des petites vidéos. En parallèle, je lis ceci, l'abbaye au loup de Paul Couturiot. On est au Moyen Âge en Lorraine, à l'époque des croisades. Voilà. Voilà, voilà. Et il me reste 4, 5, 6 livres entiers. 7, 8 pour arriver à fin mars. Du coup, je pense que au lieu de vous faire un point lecture fin mars, je vais commencer à vous proposer mes vidéos de mon petit projet. Teasing. Voilà. Faut juste que je prépare ça et que je le tourne. Bon, vous avez vu, il fait un peu plus beau là. On a arrêté la pluie. Faut que la terre elle capture l'eau maintenant. Bon, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. N'oubliez pas de commenter, de mettre un pouce en l'air et de vous abonner pour suivre les aventures livresques. Bonne journée.